Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être présents et c'est pour moi une chance de vous présenter la cinquième et dernière communication de notre symposium qui va questionner les marges de l'innovation à l'interface savoir-sujet dans une recherche concernant les anses aquatiques. Donc, comme mes collègues, je vous présente d'où je parle pour éviter les effets chercheurs. Donc, je suis formatrice INSPE à l'INSPE de l'Occitanie, donc à Toulouse, à Montauban, à Rodez et dans d'autres INSPE de notre réseau. Je suis professeure des écoles et institutrice, ayant toujours pris en charge des élèves non-nageurs. Donc, j'ai toujours choisi le groupe de non-nageurs quand je faisais mon cycle de natation. Par ailleurs, je suis docteur en sciences de l'éducation. Ma thématique de recherche principale, c'est la réception des idées en éducation et particulièrement les idées novatrices. Et je mène des recherches sur les anses aquatiques à l'école maternelle et élémentaire en France et en Chine depuis 2 ans. Je suis chercheuse associée dans 2 laboratoires, EFTS à l'Université de Toulouse Jean Jaurès et au CAREF à l'Université de Picardie Jules Verne. Je suis par ailleurs secrétaire de notre association en didactique clinique et médique. Et tout en bas de la diapositive, pour ne pas revenir, je vous montre l'enjeu de savoir qui est vraiment pour les anses aquatiques. Pour l'éducation nationale, l'enjeu principal, c'est la prévention des noyades. Donc, on n'est pas vraiment dans le développement des compétences de compétition en natation. Je vous présente le contexte de l'étude de la problématique, sachant que j'ai travaillé sur un projet interdisciplinaire en aisance aquatique que je pourrais vous présenter si vous m'en poserez la question. Donc, d'un point de vue institutionnel, Malika est une enseignante en école maternelle. Elle a mis en place cette innovation pédagogique sous l'impulsion de sa conseillère de circonscription. Donc, elle visait à enrichir d'abord ses pratiques pédagogiques et surtout améliorer son enseignement du savoir nager par une approche globale de cette compétence en intégrant les compétences méthodologiques et sociales. Cette approche inclut un accompagnement spécifique structuré par une progression didactique qui valorise l'individualité des élèves car elle développe l'empathie, la gestion émotionnelle du rapport à l'eau chez les élèves, considérés dans ce cas-là comme sujet. L'aisance aquatique, dans ce cas, va favoriser les interactions sociales en milieu aquatique tout en s'appuyant sur l'encadrement sécurisé par les adultes agréés qui accompagnent l'enseignante, permettant aux élèves de découvrir le milieu aquatique de manière adaptée, progressive et sécurisée. Les choix décisionnels de Malika, notre enseignante, sont bien sûr, dans notre cadre théorique, influencés par son déjà là décisionnel. Donc, d'autres recherches ont fait l'objet de ces analyses. Aujourd'hui, on va analyser comment ces contraintes internes et externes qui créent des marges vont impacter les apprentissages des élèves. Ces décisions peuvent renforcer ou limiter l'innovation pédagogique, influençant directement la transmission et l'appropriation des savoirs en milieu aquatique. Dans cette situation, la notion de marge fait référence aux espaces de liberté, d'ajustement ou de flexibilité que l'innovation pédagogique introduit, permettant à l'enseignant d'exprimer sa subjectivité. En d'autres termes, ces marges sont des opportunités ou parfois même des contraintes dans lesquelles l'enseignant, Malika, navigue influencé par son rapport au savoir. Dans le cadre de cette étude, nous proposons d'examiner donc comment le rapport personnel de l'enseignant de Malika au savoir nager agit comme un filtre qui influence ses choix pédagogiques et les marges d'innovation dans ses pratiques d'enseignement. Dans ce cadre, notre question de recherche vise à explorer ces dynamiques complexes à l'interface savoir-sujet en se concentrant particulièrement sur les tensions et les opportunités d'innovation au sein des situations d'enseignement-apprentissage. Notre question de recherche se concentre donc sur l'impact de l'innovation pédagogique sur la pratique de l'enseignante. Elle considère l'innovation comme un déclencheur de situations inhabituelles qui créent des marges ou d'espaces d'action. Ces marges permettent aux enseignants d'exprimer leur subjectivité, leur filtre personnel et décisionnel dans ces choix pédagogiques.
en adoptant une méthodologie en 3 temps de la didactique clinique, développée dans la première intervention de Marie-France Carnus, le déjà là, l'épreuve et l'après-coup. Cette question cherche à examiner comment ces marges influencent concrètement les décisions prises par les enseignants en situation et comment celles-ci sont ajustées et réévaluées dans le temps. Cette question permet d'appréhender les interactions entre subjectivité enseignante, prise de décision et innovation pédagogique, en offrant un cadre analytique pour comprendre les marges didactiques de l'innovation dans l'enseignement de l'aisance aquatique. Je ne reviens pas sur le dispositif méthodologique que juste pour vous présenter les différences et les spécificités de ce dispositif dans cette recherche. Donc, dans le cadre du déjà là, ce temps s'est intéressé au savoir intérieur, aux expériences et aux représentations de Malika, qui a influencé sa manière d'enseigner l'aisance aquatique. Les documents didactiques qu'elle nous a mis à disposition, les progressions, les notes, ses planifications, l'interprétation des programmes ont été relevés dans les entretiens préalables, permettant d'identifier ses propres attentes, ses croyances et les pratiques initiales de notre collaboratrice. Dans l'épreuve, nous avons analysé les moments où Malika s'est confrontée à l'innovation en situation réelle avec les élèves lors des séances. Cette phase a inclus l'observation des pratiques, donc on a eu 8 séances enregistrées, des ajustements, les stratégies, la gestion de classe et les réponses des élèves. Donc dans un article que nous sommes en train de publier en équipe avec Marie-France Carnus et Wayun Nurohan, nous avons analysé ce contexte. Dans l'après-coup, nous nous sommes concentrés sur la réélaboration post-séance qui permet, dans notre cadre analytique, à l'enseignante de révisiter son vécu à travers l'entretien à chaud et à travers l'analyse des captations des séances. Cette analyse a posteriori des décisions, des événements critiques de l'épreuve permet donc une prise de conscience et l'analyse de marge de l'innovation explorée ou alors les contraintes que Malika a rencontrées. Pour le recueil de données, nous avons récolté via des captations audio et vidéo des séances d'aisance aquatique. Les entretiens ont été tous enregistrés en visio via l'outil Zoom. Et ces enregistrements capturent les interactions directes entre Malika et ses élèves ou alors en échange avec sa conseillère pédagogique de circonscription. Voyons maintenant qu'est-ce qu'a permis cette innovation chez Malika en tant que sujet enseignant. Donc l'innovation lui a permis d'incarner son rapport à l'eau, forgé dans l'enfance, pour construire une pédagogie basée sur l'empathie. En évoquant ses premières expériences aquatiques dans l'entretien de déjà là, vécues dans un climat de sécurité, dans les bras de sa mère, dans un milieu familial, elle recrée une situation didactique où l'atmosphère éducative didactique crée un environnement sécurisé émotionnellement pour les enfants, où ils se sentent vraiment libres d'explorer l'eau à leur rythme. Elle instaure ainsi un rituel de confiance, renforçant la connexion affective avec ses élèves, ce qui introduit la position du sujet élève, qui leur permet de percevoir l'eau comme un espace de découverte respectueux et sécurisant. Donc, nous voyons ici une marge très importante qui a été apportée par cette innovation pédagogique. Enfin, si nous analysons la troisième catégorie, les marges innovatives à travers le retour subjectif de Malika, ces marges se manifestent dans sa manière de transformer son vécu personnel en une pédagogie empathique et sécurisante. Elle intègre les valeurs personnelles telles que la sécurité affective et l'accompagnement émotionnel. Malika dépasse donc le cadre traditionnel du savoir nager pour créer un environnement d'apprentissage centré sur l'élève. Ses réflexions à chaud, post-activité, et ses ajustements post-séance lui permettent de réévaluer continuellement ses pratiques dans l'immédiat en ayant des observations immédiates et en tenant compte des ressentis des élèves et des siens. Ces retours subjectifs ne sont pas seulement des observations, mais aussi des moteurs d'innovation qui vont conduire Malika à ajuster sa séance et redéfinissant ainsi les marges de cet enseignement spécifique.
Elle rend ainsi les expériences aquatiques plus humaines, plus adaptatives et plus inclusives. C'est dans ces moments que l'innovation prend à notre sens toute sa dimension en articulant étroitement la subjectivité enseignante avec les besoins des élèves. Si nous abordons les marges innovatives chez l'élève, nous voyons que ces aspects de marge jouent un rôle clé. Contrairement à l'approche traditionnelle, le projet innovant de Malika a introduit des stratégies novatrices, comme l'utilisation du numérique. Donc, je vous parler du projet pluridisciplinaire qui éventuellement pourrait faire objet de questionnement. Ce projet innovant, comme l'utilisation du numérique pour anticiper les mouvements et visualiser les tâches à accomplir, a permis aux élèves de se mettre en situation de simulation aquatique. Donc, c'est une technique qui est bien utilisée depuis très longtemps dans le sport de compétition. Par contre, aujourd'hui, nous voyons que cette innovation permet de la mettre à portée des élèves et à portée de nos collaboratrices de terrain. Donc, cette simulation aquatique permet aux élèves de se préparer mentalement aux gestes à réaliser, ce qui renforce leur capacité à apprendre et ajuster leur comportement en milieu aquatique. Par ailleurs, l'autonomie est également encouragée, car les élèves sont invités à réfléchir sur leurs pratiques, recevant des feedbacks multimodaux sous forme de création d'un book, qui soutiennent un apprentissage moteur ajusté et personnalisé. Cette approche, inclusivement adaptée au rythme et aux compétences de chacun des élèves, valorise une progression individuelle en motricité, élargissant ainsi les marges d'innovation dans l'apprentissage didactique. Si nous analysons les marges innovatives dans la préparation didactique, nous voyons qu'il s'agit d'une dimension où le projet innove en intégrant les pratiques disciplinaires. Ici, la marge innovative réside dans la capacité de Malika à aller au-delà de l'enseignement technique du savoir nager. Elle mobilise d'autres ressources issues de la littérature de jeunesse, du numérique, pour préparer les élèves de manière globale, incluant bien sûr la gestion des émotions, l'expression verbale et la coopération entre les élèves. Ces éléments enrichissent donc le cadre didactique en EPS, à l'école maternelle, et rendent l'aisance aquatique plus accessible et plus ludique pour les élèves. Donc, il s'agit aussi d'une pédagogie personnalisée. L'acquisition d'un vocabulaire spécifique, avec l'utilisation de récits pour se projeter mentalement avant l'immersion, permettent aux élèves de comprendre et de verbaliser leur expérience, d'anticiper, ce qui soutient une appropriation plus profonde et plus réfléchie des compétences aquatiques. La préparation mentale et sociale devient ainsi une marge d'innovation, à mon sens non négligeable, qui élargit la portée de l'enseignement de l'aisance aquatique. En conclusion, ce travail sur les marges de l'innovation à l'interface savoir-sujet, centré sur ce projet classe bleue de Malika, met en lumière comment l'innovation pédagogique peut transformer profondément l'enseignement de l'aisance aquatique à travers les marges de l'innovation. L'analyse a montré que les marges innovatives ne se limitent pas à des ajustements techniques ou seulement à la pluridisciplinarité, mais qu'elles s'étendent à une refonte complète de l'approche éducative, intégrant à la fois les dimensions pluridisciplinaires, affectives et sociales. Malika a intégré le langage, la littérature de jeunesse, le numérique et a illustré comment une approche globale peut enrichir l'apprentissage moteur des élèves en renforçant leur capacité à anticiper, verbaliser et adapter leurs actions dans l'eau. Cette synergie entre les savoirs traditionnels et les innovations didactiques crée des espaces d'expression, de réflexion, de co-construction de savoir entre l'enseignant et les élèves. Les marges de l'innovation apparaissent également dans les pratiques réflexives de Malika. Elle mobilise son propre vécu pour créer un climat de confiance et de sécurité, dépassant ainsi les frontières des approches conventionnelles, didactiques. Cette subjectivité de l'enseignante, combinée au retour et aux ajustements continus en situation réelle, relève l'importance de l'interface savoir-sujet, où les savoirs se réinventent à travers l'expérience vécue et partagée. In fine, l'exploration des marges innovatives dans les enseignements aquatiques montre que l'innovation à l'interface savoir-sujet permet de repenser l'éducation et en devient un levier puissant.
Malika ne se contente donc pas d'ajuster les pratiques existantes, mais elle va réfléchir et elle va intégrer des espaces nouveaux où les sujets, élèves et elle-même, enseignante, peuvent s'exprimer, peuvent s'adapter et peuvent enrichir leur apprentissage. Ces marges deviennent ainsi des terrains fertiles de l'innovation, favorisant ce que l'éducation nationale souhaite pour ce type d'apprentissage, une approche didactique plus humaine, plus inclusive et plus ajustée aux besoins contemporains, notamment le volet sécuritaire de tous les apprentissages. Et je vous présente une courte bibliographie. Donc la bibliographie de référence est nettement plus importante, mais pour des besoins d'espace, vous n'en voyez que vraiment le minimum. Et je vous remercie pour votre écoute et j'attends vos questions pour, par rapport à cette intervention. Bonjour, veuillez m'excuser, je m'appelle Leslie et du coup, je suis en première année pour devenir professeur des écoles. Mais du coup, j'avais une toute petite question, c'est par rapport par rapport du coup au fait que un support audio et vidéo a été montré en amont aux élèves ou parce que il y a juste cette partie-là que j'avais pas compris. Oui, en fait, je vais vous partager la diapo qui présente le projet Classe Bleue, d'accord? Donc en fait, on est là. Je reviens, je partage mon écran. Effectivement, il s'agit du projet Classe Bleue. C'est un projet qui est soutenu et proposé par l'Éducation nationale. Je vais le mettre en plein écran. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Oui. Voilà. Donc en fait, bon, derrière, c'est vraiment la préparation de ce projet qui intègre donc, dans cette approche globale de l'aisance aquatique, donc des langages, les sciences de langage, donc tout simplement de lecture des albums de littérature de jeunesse, dont les personnages vont aller dans l'eau, ils vont nager, ils vont se confronter à toutes les peurs qui sont liées à l'eau. Donc c'est vraiment, ce n'est pas forcément c'est pas du filmage, ce n'est pas des séances audio, c'est lecture, c'est dans des séances de langage classique en études en domaine. Je suis désolée, mais j'ai oublié le domaine qui fait ça, mais je l'ai oublié parce que je suis un peu stressée. Voilà. Après, la discussion dans ces séances de langage va simuler les expériences aquatiques des personnages dans le but de aider les élèves à projeter leurs propres peurs, leurs propres interrogations pour comprendre que, par exemple, au moment où on va mettre la tête dans l'eau, on va pas se remplir parce que c'est un des peurs vraiment très ancrées profondément dans notre psychique, ou alors qu'au moment où on va se mettre dans l'eau, on va pas couler. Et en fait, ça permet effectivement un accompagnement personnalisé et sécurisé. D'accord? Ça veut dire que les élèves vont pouvoir exprimer leurs besoins, leurs ressentis, leurs émotions en se projetant dans les personnages. Ensuite, l'enseignante a intégré le numérique avec un book creator, mais les séances filmées ont fait l'objet de captures d'écran pour identifier les élèves dans l'eau. Et les élèves ont pu verbaliser lors du retour sur ces séances qu'est-ce qu'ils ont vécu. Est-ce qu'ils avaient peur? Est-ce qu'ils étaient à l'aise? Est-ce qu'ils prenaient du plaisir? Est-ce que c'était facile de faire tel ou tel mouvement? Et ainsi de suite. Et en fait, c'est tout simplement une dictée à l'adulte. L'enseignante écrivait dans le book créateur les ressentis des élèves et ils ont pu faire ainsi une sorte de cahier de vie de ce projet Classe Bleue et qui a été mis à disposition des élèves. Mais vous voyez, l'intégration du numérique, c'était pas forcément le livre numérique, c'est le livre du numérique de la classe. Donc c'est une pratique très courante à l'école maternelle de créer des cahiers journal, de cahiers de vie, de cahiers qui sont par la suite des supports de séances de langage pour les élèves, surtout les élèves petits parleurs, par exemple, comme Agnès Fleurin le désignait. Donc, effectivement, peut-être que ça fait appel et écho à la présentation de ma collègue Nathalie Carminati,
Donc là, comme nous sommes avec des élèves plus petits qui sont en train de passer du langage oral vers les langages écrits, les séances pluridisciplinaires qui ont vraiment sont centrées sur les séances de langage ont mis en situation le vécu des élèves. Donc, on n'est pas du tout sur la création d'un tutoriel comme chez les élèves de cycle 3 chez Nathalie. Voilà. Est-ce que ma réponse a répondu à éclairer un peu plus ce projet? Oui, merci beaucoup. Merci à vous pour la question. Merci pour ce symposium qui avait vraiment été très intéressant. Alors, je précise un peu plus d'où je parle. Michael Vautier, toujours, le modérateur psychologue aussi, là, voilà, donc enseignant-chercheur en psychologie. Moi, j'ai été très, très sensible à plusieurs choses, à ce que vous nous avez présenté, Madame Carnus, sur la modélisation des 3 rapports, à savoir l'institution, l'épreuve, le savoir. Personnellement, ça m'a donné envie de me positionner. Enfin, j'ai essayé de me positionner rapidement, et je trouve que c'est intéressant, voilà, individuellement pour l'enseignant. Et j'avais 2 questions qui viennent suite à ça. Vous avez précisé la didactique clinique en disant qu'il s'agit de décrire, comprendre, transformer. Et moi, ce qui m'est venu à l'esprit, c'est la question que j'avais envie de vous poser. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui pourrait être aussi de l'ordre du penser, alors PEN ou PAN, penser, voire guérir? C'est-à-dire et là je m'adresse un peu à tout le monde qui ont cette pratique-là de cette méthodologie. Est-ce que finalement, il n'y a pas des retours de stagiaires, quand vous les accompagnez dans cette pratique, qui guérissent quelque chose ou réalisent quelque chose sur le pourquoi je suis là en train d'enseigner telle matière et de telle façon? Et puis la deuxième question sous-jacente qu'il y a derrière, c'est est-ce que finalement le fil rouge, c'est pas la question du désir que vous interrogez en permanence, que ce soit au niveau des enseignants ou des élèves? Voilà. Merci pour cette question. Alors, sur la première, je vais avoir un peu de mal à répondre parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'on importe nos outils en formation. C'est-à-dire qu'on restait surtout sur des visées descriptives compréhensives, mais on s'est aperçu que dans nos travaux, les personnes, les sujets avec lesquels on travaille, à la fin, notamment dans l'entretien d'après-coup, ils nous disent qu'en fait, ça les a vraiment transformés à tous les niveaux. Effectivement, sur le pensée, PEN, pensée, PN, c'est-à-dire qu'en fait, il y a des prises de conscience qui se font. Tout n'accède pas à la conscience, mais il y a beaucoup de choses qui accèdent à la conscience avec la posture épistémologique que nous avons. Voilà. Et effectivement, maintenant, aujourd'hui, et notamment via l'association, notre objectif, c'est de mettre à disposition du professionnel ces outils d'autopositionnement, à chacun d'en faire ce qu'il désire en faire. C'est-à-dire à partir du moment où il y a le mode d'emploi, où il y a la compréhension de notre philosophie globale, de notre épistémologie, à chacun de faire, voilà, parce que chaque fois qu'on nous pose la question, nous, on est des didacticiens cliniciens, on n'est pas des psychanalystes, hein, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour soigner les gens. Maintenant, si ça leur fait du bien, on est content. En gros, c'est ça. Voilà. Oui, parce que vous parlez d'une... la rencontre avec soi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein, c'est ça. Alors, oui, parce qu'en fait, on a repris, quand on a fait notre deuxième ouvrage collectif, il y a Michel Métoudi, qui à l'époque était inspectrice générale de l'éducation nationale, qui a fait la préface ou la postface, etc., et qui a écrit quelque chose du style que, dans la tourmente actuelle des réformes, il y avait un peu des tensions entre ceux qui pensent qu'il n'y a rien de mieux que le terrain et ceux qui pensent qu'il faut une formation académique solide, etc. Et donc on est toujours dans cette tension de théorie-pratique qui, selon nous, n'a pas trop de sens, mais bon, il faut, voilà, c'est quand même un petit peu ce qui se passe. Et elle disait, la didactique clinique, finalement, elle va ouvrir une nouvelle voie dans la formation, à commencer par la rencontre avec soi-même. C'est-à-dire que, et c'est un peu ça ce qu'on essaye de véhiculer, c'est-à-dire qu'avant même de s'engager en formation, c'est la première étape, c'est de se connaître.
Voilà, et de se rencontrer. Et effectivement, ces outils amènent à se rencontrer. Là, actuellement, on est en train de travailler sur un nouveau rapport à, c'est le rapport à soi. Alors, je n'en dirai pas plus parce qu'il est en pleine élaboration, mais c'est vraiment quelque chose qui questionne très profond, que ce soit dans sa vie, parce qu'il y a une perméabilité entre les sphères privées et publiques, dont souvent qu'on cherche à dénier, ou qu'on dénie, voilà, à son insu, de son plein gré. Mais on sait très bien que voilà, l'enseignant, derrière, il y a de l'humain et que cet humain... voilà. Donc, par rapport à la formation, oui, effectivement, c'est un peu maintenant le but, c'est de redoubler d'activités et de publications plutôt sur de la vulgarisation de nos travaux pour les mettre davantage à portée des professionnels. Voilà. Ça, c'est sur le premier point. Et puis après, effectivement, la question du désir, sans le désir, voilà. Ce qui pilote l'humain, c'est son désir. Et puis, bon, en psychanalyse, tout tourne autour du désir, quoi. C'est la question du sens, c'est la question finalement qui fait avancer, c'est la pulsion, voilà, donc effectivement, c'est une question centrale qui nous anime. Désir d'enseigner, désir d'apprendre. On voit au travers des sujets là qu'il y a des liens forts entre la pulsion épistémophilique et le désir d'enseigner. Voilà. C'est-à-dire que quand on n'a pas vraiment cette pulsion-là, c'est difficile de transmettre quelque chose. Oui. Et donc c'est bien de se questionner sur sa propre pulsion, qu'est-ce qu'il en devient. Et ce qui peut expliquer qu'à un moment donné, on a beaucoup travaillé sur la question de la compétence. On l'a un peu modélisé. Notion polémique, polysémique, mais au-delà de ça, on essaye de montrer que justement le désir est un composant. Alors, on parle d'engagement du sujet, mais c'est un composant essentiel de la compétence. C'est pour ça qu'après, des fois, on ne comprend pas que des enseignants à la fois spécialistes et expérimentés, à un moment donné, ils sont plus compétents. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus le désir. Voilà, et ce n'est pas une question de maîtrise de savoir, c'est la question du désir. Et donc de se poser la question comme ça sur la compétence, ça permet de mettre des mots sur des mots, M-A-U-X. Voilà. Ah oui. Puis ça pose la question aussi, là on peut voir par exemple sur l'institution, comment est-ce qu'elle peut allumer ou éteindre le désir, alimenter ou au contraire le... Eh oui. Je me permettrais d'ajouter à la suite de ce que dit Marie-France. Donc, la théorie du sujet pris dans le didactique qui émerge de notre cadre épistémologique, mais aussi en avant la question des rapports à, et ce que vous venez de dire à l'instant. La question qu'on peut se poser, c'est jusqu'où le désir peut émerger lorsque le sujet est englué dans son rapport à l'institution, lorsque le sujet, alors on l'a vu pendant la pandémie, mais c'est des choses aussi qui émergent dans le travail que vous a présenté Saïd, c'est la question de la reconnaissance de l'institution. Et lorsque notre institution ne nous reconnaît plus et nous amène à souffrir de cette non-reconnaissance, eh bien, le désir peut s'éteindre. Alors là, c'est sûr que la question du rapport à l'institution, je pense qu'effectivement, il faut la placer dès le départ, quoi. Parce que, voilà, notamment sur les axes soumission-émancipation, parce que le sujet de l'institution, alors on va parler de l'enseignant, il a besoin d'un cadre. Sans cadre, il est perdu. Donc il y a nécessairement un assujettissement, et puis après, en tant que fonctionnaire, etc. Donc il a besoin aussi d'être dans une situation où il se sent reconnu, et il a besoin d'un cadre confortable où il se sent en sécurité. Donc ça, c'est vraiment 3 piliers. Et on s'aperçoit qu'actuellement, dans nos institutions, alors, les assujettissements, les enseignants font partie des sujets les plus assujettis, d'une part. Mais ensuite, sur la question du confort et sur la question de la reconnaissance, actuellement, on est tout dans le rouge. Voilà, il y a une souffrance institutionnelle comptée qu'on ne veut pas voir. On est un peu dans ce déni,
comment bien faire son travail dans ces conditions. Voilà, il n'y a pas vraiment de remise en question de l'institution, parce que l'institution, c'est toi, c'est moi, c'est chacun. Voilà, mais effectivement, je pense qu'en le disant, en l'écrivant, c'est quelque chose qui peut, voilà, plutôt que de se plaindre, voilà, montrer que, effectivement, quand on est trop sur les côtés freins, puisqu'en fait, c'est ce qu'on essaye de voir, ce qui est moteur et ce qui est frein. Quand on est dans le rouge au niveau de son rapport à l'institution, on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas être compétent. Même si, voilà, même si on en a le désir, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a trop de freins qui entravent la construction de la compétence. Je pense que ça, ce serait quand même bien qu'à un moment donné, nos décideurs puissent l'intégrer, mais on n'en est pas là. Parce que déjà, faire entrer la didactique clinique dans une INSPE, donc parce qu'il y a de la psychanalyse derrière et que la psychanalyse dérange, tout simplement parce qu'évidemment, on est confronté à ce qu'on est. On n'est plus maître dans sa maison, hein, pour reprendre voilà. Et donc, ça dérange. Et donc, proposer des dispositifs nourris par la psychanalyse et la didactique clinique, on n'en est pas encore là. Mais bon, je pense que grâce à l'association et à la recherche, parce que la recherche est quand même un espace où on peut encore parler, on peut encore dire des choses, surtout qu'en plus, bon, on les étaye théoriquement et méthodologiquement et empiriquement. Ça permet peut-être, à la longue, de faire bouger un peu les lignes. En tout cas, c'est militant. Bon. Merci. Vous pouvez parler de philosophie analytique pour ne pas utiliser la psychanalyse. Peut-être ça peut, ça peut rassurer. Oui. Est-ce qu'il y a des... Oui ? Merci beaucoup. Bonjour, donc Emmanuelle Cadet, je suis enseignante et formatrice en éducation prioritaire, mais je suis aussi animatrice de GAST, les groupes d'analyse des situations de travail. Oui. Et là, quand j'entends ça, ça me fait réagir parce que par le biais de la clinique de l'activité, d'Yves Clos, il y a quand même sur l'académie quelque chose qui a été lancé depuis quelques années déjà et qui est en train de s'éteindre. Alors je trouve que c'est un paradoxe parce qu'il y a des besoins, on les entend là, et ça s'arrête, par faute de moyens, par faute de... Alors voilà, je fais le lien par rapport à ça parce que je trouve ça dommage. Ben oui, moi c'est pas moi qui vais vous dire non. Hein. Moi je pense effectivement que tout ce qui est l'occasion justement de se rencontrer, voilà, parce que ça passe par là. Le bien-être professionnel, il passe déjà par le fait d'accepter ses limites et puis de se dire que on n'est pas les seuls à rencontrer les mêmes problèmes. Voilà, parce qu'effectivement, ce que la recherche apporte, c'est que la recherche ne juge pas. On fait des constats, voilà, et on ne juge pas. C'est comme ça, de toute façon. Voilà. Et ça s'éteint, oui. Je ne sais pas, alors moi sur la clinique de l'activité, nous on fait un petit pas de côté parce que voilà, nous on est sur une clinique du sujet, parce que ce qui est irréductible, c'est pas l'activité pour nous, c'est le sujet. Voilà, c'est le sujet qui finalement fait son activité, qui se déploie. Et puis après sur les fondements épistémologiques, bon, bien que Clos soit très clinicien, il y a une forme de déni de l'inconscient dans le travail d'Yves Clos. Ça peut paraître un peu... Maintenant, c'est tout à fait intéressant parce que, bon, sur les entretiens, notamment d'autoconfrontation, etc., alors nous, on fait des entretiens d'après-coup. Parce que la posture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas revisiter systématiquement, mais c'est à partir du sens qui est reconstruit. Après, bon, c'est des variations théoriques, mais c'est vrai que ça devrait être davantage répandu. Mais bon, de toute façon, la formation des enseignants, en formation continue, il n'y en a plus. Voilà. Et en formation initiale, les maquettes, alors c'est pour ça l'idée du continuum. Les maquettes, elles sont tellement surchargées. Où est-ce qu'on laisserait de la place à la rencontre avec soi-même dans une maquette actuellement de MEF? Est-ce que c'est pensable? Nous, on pense que c'est indispensable. Mais l'institution n'est pas prête à ça. Il faudrait le ritualiser, voilà, faire quelque chose de systématique. Il y a encore du chemin à faire. Je trouve que le travail d'autopositionnement qui était décrit par notre collègue est tout à fait intéressant et devrait être systématisé
Enfin, voilà, de manière. Moi, je le fais par exemple en visite quand je vais visiter les stagiaires CPE ou PE, où je leur dis bon par rapport au référentiel où est-ce que vous en êtes, mais je le fais pas par exemple en début, systématiquement en début, c'est en tout début d'année. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant, mais à condition aussi de pouvoir accompagner cet autopositionnement, être là aussi pour accueillir ce que dit le stagiaire de ce positionnement et de ses difficultés ou de ses forces, quoi. Voilà. C'est ça. Et après l'étude, sur l'étude de cas avec les tuteurs, c'est la poursuite. C'est intéressant parce que même les tuteurs, à un moment donné, ils ont un sentiment de compétence, ou plutôt d'incompétence sur certains items, alors qu'ils sont supposés encadrer, accompagner. Ils parlaient de super sujets supposés savoir, donc en fait, ils sont là quand même. Et ils n'étaient même pas au courant qu'il y avait ces items dans le référentiel. Quand on lit le référentiel, on se dit, non mais l'institution, Saïd a parlé de fantasme institutionnel, là on marche sur la tête, quoi. Avoir un niveau 2 à minima, parce que c'est ça, c'est le postulat. Sur tous ces items, on rêve. On rêve. Donc d'entrée, on part sur un mensonge. C'est un mensonge. Bon. Si je peux me permettre d'intervenir pour donner mon ressenti par rapport à l'Académie de Toulouse. Et je vais faire un peu le lien avec l'intervention de notre collègue à La Réunion. Il y a des recherches d'initiatives locales, projets d'initiatives locales de Pilar, qui sont menées autour des groupes d'analyse de pratique. Donc, il y a des cours, des groupes d'analyse de pratique en mettant en exergue la clinique du sujet, effectivement. Et j'ai l'impression que c'est le chemin, comme le montre Marie-France, il est long. Mais je pense que nous avons quand même des personnes qui commencent à être convaincues de l'utilité de cette approche. Donc pour l'instant, les gaps dans l'Académie de Toulouse sont vraiment demandés par les acteurs de terrain. Et ce sont des enseignants qui sont pas du tout en formation initiale, mais en formation continue parce qu'ils se posent des questions sur leur professionnalité, sur l'évolution de leur métier, sur le travail en groupe, sur la mise en place de la coopération et ainsi de suite, et que l'utilisation et l'usage d'un groupe d'analyse en pratique avec une clinique du sujet peut les aider. Et je pense que oui, il y a des choses à faire. Donc, je me réjouis que le GAST peut être mis en place à La Réunion parce que ça fait ça crée une dynamique, je pense, dans les INSPE. J'espère qu'on pourra peut-être se mettre en relation pour voir mettre tout ça en résonance dans le cadre des réseaux de l'INSPE, parce que moi-même je coordonne ces groupes d'analyse de pratique, et je pense que ce serait intéressant de montrer qu'il y a une réelle continuité historique. Donc j'avais travaillé sur les groupes de référence dans l'Académie d'Amiens. Donc c'est un de mes travaux de recherche dans un premier master que j'ai fait là-bas sous la direction de Claude Carpentier. Et effectivement, il y a une continuité de formation avec ces groupes de référence qui étaient inclus du temps des UFM et qu'aujourd'hui on les retrouve sur le terrain sous forme de demande des acteurs de terrain. Du coup. Mais effectivement, je pense que les éléments que Marie-France a mis en évidence sont parfois rapportés, on va dire ça comme ça. Voilà. Merci. Bien, je vois qu'il est l'heure, donc on peut s'arrêter là. Merci pour vos présentations, ce symposium encore une fois très riche et cette présentation. Voilà. Merci. Merci. Bonne suite à vous. Bravo.